habit scaphandrier. Descends dans le cœur de ma blonde. Que vois-tu bon scaphandrier? Replonger dans l'enfance parce que peut-être vous aimez l'univers de Jules Verne ou de Tintin, tout simplement parce qu'il s'agit d'une collection incroyable, des casques de scaphandrier. Bonjour Mélanie. Bonjour Isabelle. Et effectivement, nous sommes allés rencontrer un collectionneur de casques de scaphandrier. Je ne savais même pas qu'on pouvait collectionner les casques de scaphandrier. Et bien si, comme quoi tout se collectionne, mais il y a pire. Hein, là, ce sont de très très beaux objets. Hein. Ce sont des objets très techniques, mais en même temps très artistiques. Ils sont en cuivre, en bronze, en laiton. Ils étaient pour la plupart du temps fabriqués à la main et ce sont de véritables antiquités. Les tout premiers casques de scaphandrier apparaissent dans les années 1840 en Angleterre. Nous, en France, on dépose des brevets un peu plus tard, mais la France et l'Angleterre restent quand même les deux grands pionniers de cette formidable épopée. Alors vous allez voir, nous avons rencontré Jean-Patrick Pazula. Alors lui, il est passionné par la plongée, il est passionné par tous ces objets qui sont liés à cette pratique de la plongée. Il était plongeur professionnel dans l'armée et puis il a eu l'occasion de faire un stage à la Royal Navy au cours de sa carrière et c'est là qu'il a découvert ce que l'on appelle la plongée à la grand-papa. C'est cette plongée à l'ancienne que pratiquaient les scaphandriers. Alors, il pratiquait avec ça pour des travaux sous-marins, pour des travaux fluviaux, pour des recherches techniques ou des choses comme ça. Et c'est pas très léger comme équipement. Ah non, mais vous allez voir, ça pèse des tonnes. Ça pèse entre 50 et 60 kilos. C'est énorme. C'est énorme. Et puis voilà, vous allez voir que c'est quelque chose de très encombrant, mais moi je ne pensais pas qu'on pouvait encore plonger avec. Eh bien si, regardez. Ça fonctionne encore. Mais oui, c'est Jean-Patrick Pazula qui nous fait une petite démonstration et qui nous montre ces très beaux objets. Dans ma collection, j'ai une quarantaine d'équipements différents de scaphandres qui viennent un peu de tous les pays. L'objet est fascinant par lui-même, il est mystérieux, il y a une véritable aventure humaine, des hommes qui ont façonné ces objets, des hommes qui ont utilisé ces objets, c'est fantastique. Ma pièce la plus ancienne est un casque de scaphandrier 12 boulons du fabricant Auguste Sib. Il a fabriqué ce premier casque dans les années 1840-1850. Il a déposé un brevet. À partir de celui-là, tous les autres vont découler. Il est fabriqué à la main. C'est une feuille de cuivre qui est pliée, soudée. Les vitres sur ce type de casque étaient à l'époque bombées pour contrer la pression de l'eau. Sur Terre, le matériel est très lourd. Le casque fait à peu près 20 kg, les chaussures 12 kg chacune. On a un plomb avant et un plomb arrière de 16 à 18 kg. Lorsqu'on descend dans l'eau, le volume d'air contenu dans le vêtement et dans le casque, par le biais de la poussée d'Archimède, fait qu'on ne ressent quasiment plus rien. On pèse environ 1 à 2 kg. Ce casque qui est typiquement français, dont le brevet date de 1895, le constructeur c'est Charles Petit et ce modèle a été repris par Hergé pour dessiner son Tintin dans le trésor de Rackham le Rouge. Il a un petit crochet devant. Il était distribué sur les canaux dans le nord de la France essentiellement, parce que c'est fait pour la plongée peu profonde. Et Hergé résidant en Belgique, il était facile pour lui de rencontrer ce type d'objet. Celui-ci, c'est un casque américain de la marque Desco en 1945 et ça permettait aux plongeurs de faire des incursions à 120 mètres. Donc le casque est équipé d'un système de recyclage des gaz et d'arrivée d'électricité, de téléphone pour pouvoir avoir une combinaison chauffante parce qu'on descend profond, l'eau est froide. C'est un casque qui pèse 50 kg. La technique est complexe, mais l'objet est magnifique. Alors, l'objet en lui-même, il est fascinant parce qu'il est évocateur. On a à la fois l'imaginaire qui travaille, Jules Verne, Tintin Milou, les pêcheurs d'éponges, les pêcheurs de corail, les chercheurs d'or. Donc il y a tout un imaginaire qui se met à travailler. Et puis à la fois le côté technique de l'objet, parce que c'est une fabrication entièrement à la main. Donc on imagine une feuille de cuivre qui est façonnée, fermée, sur lequel on vient souder des hublots et tout est étanche et en plus c'est joli.
Effectivement, c'est très impressionnant. Je suppose qu'il faut du temps pour s'équiper. Mais oui, vous avez vu, il y a toute une équipe parce que bien sûr, le scaphandrier n'est pas un plongeur autonome. Donc bien il lui sûr. faut ce qu'on appelle un guide, il a ses pompeurs. S'il est pompeur, il faut que ce soit que des hommes de confiance parce que si les pompeurs arrêtent de pomper, il Une s'asphyxie. équipe de Shadok au complet. Là. Voilà, et c'est toujours une manœuvre un petit peu délicate, même si ça ne l'était pas pour nos arrière-grands-pères ou nos grands-pères qui ont plongé avec ces casques de scaphandrier. Pour eux, ça l'est toujours un petit peu parce qu'ils ne sont pas habitués. Et c'est vrai qu'on a mis du temps à tourner cette séquence parce qu'on n'enfile pas tout cet attirail en 5 minutes. Quoi. Oui, Ça c'est prend, lourd, c'est encombrant. On peut c'est pas... très Tintin, encombrant. il n'arrivait pas à bouger. Oui, c'est vrai. Et il n'y a pas Milou, le mais scaphandre de pauvre Milou. On n'a pas vu le scaphandre de Milou. Voilà, et on Peut-être un jour. salue Isabelle, l'Académie des arts et des sciences de la mer, dont fait partie Jean-Patrick, et qui favorise la préservation et la mise en valeur du patrimoine et de l'histoire maritime et des sciences de la mer. Voilà. Merci beaucoup, Mélanie.